Bien. Je remercie donc l'association africaine pour m'avoir permis d'exposer devant vous ce petit travail. Alors je vous préviens tout de suite, je n'irai pas aussi vite que la petite, vu mon âge assez avancé. Bien. Alors, le travail que je vais vous présenter est intitulé « Évaluation de l'état nutritionnel des patients atteints d'un lymphome diffus à grandes cellules traités par polychimiothérapie ». Donc, c'est un travail qui a été fait dans le cadre d'une coopération avec l'hôpital de Niemsos de cancérologie, service de cancérologie, suite à la demande justement des médecins de ce service qui voudraient éventuellement avoir et recruter des médecins diététiciens au sein de leur service. Donc, les lymphomes, je vais vous présenter rapidement les lymphomes. Le lymphome est le nom d'un groupe de cancers du sang qui prennent naissance dans le système lymphatique. Il en existe de nombreux types que l'on subdivise en deux groupes principaux. Le lymphome hodgkinien, que je ne vais pas présenter aujourd'hui, et c'est un lymphome justement qui se soigne très très bien actuellement en Algérie. Les taux de réussite sont de 85 à 90%, et les personnes qui en sont atteintes peuvent mener leur vie sans problème jusqu'à très tard. Par contre, les lymphomes non hodgkiniens sont les plus agressifs. Ils représentent 85% des lymphomes en général, et ce sont des proliférations tumorales dérivées des lymphocytes B, T ou NK. Ils se répartissent en plus de 30 sous-groupes et peuvent se localiser pratiquement dans l'ensemble de l'organisme. Leur réponse est variable aux différents traitements. Donc ils sont très difficiles à cerner. La détermination des différents types repose essentiellement sur la lignée lymphocytaire d'origine, donc lymphocytes T ou B, et le degré de différenciation des cellules cancéreuses. Donc on distingue les lymphomes non hodgkiniens et LMNH agressifs, parmi lesquels les lymphomes diffus à grandes cellules B ou LDGCB, auxquels nous nous intéressons et qui représentent quand même 37% des LNH en Algérie et qui peuvent être très fatales. Alors, les LDGCB sont des proliférations monoclonales des lymphocytes B matures. Les cellules cancéreuses semblent très grosses et dispersées, d'où le nom de diffuse, dans tout le ganglion ou le tissu lymphatique quand on les observe en photonique. Donc voilà une petite coupe justement histologique où on peut voir la taille des grosses cellules lymphatiques. Alors, la classification de ce type de cancer, ce type de lymphome, a été établie par Ann Arbor. Donc, on distingue le stade 1, justement. Bon, je ne peux pas pointer. Comment on fait pour pointer? Donc, nous avons le stade 1 où, en général, un seul ganglion est atteint. Le stade 2, nous avons plusieurs ganglions ou atteinte. Donc nous avons au stade 1 ici, voilà, une atteinte avec un seul ganglion ou structure lymphoïde. Ici, plusieurs ganglions ou structures lymphoïdes, mais situées toutes du même côté du diaphragme, au stade 2. Le stade 3, elles sont situées de part et d'autre du diaphragme, donc ça s'étend. Et au niveau du stade 4, vous pouvez voir que même des organes tels le foie ou la moelle osseuse peuvent être atteints. Bien. Donc, selon le sexe, l'épidémiologie est très simple. Le lymphome atteint les hommes plus que les femmes. L'âge moyen de survenue des LDGCB est de 63 ans chez les hommes et de 66 ans chez la femme. En Algérie, on a retrouvé en 2002, depuis on n'a pas de statistiques,
5 cas pour 100 000. Alors, les facteurs de risque sont nombreux. Ce sont des facteurs qui peuvent être génétiques, alimentaires, infectieux, toxiques ou issus d'autres types de maladies. Les symptômes, bon, nous avons remarqué justement des hypertrophies d'un ou plusieurs ganglions lymphatiques du cou, des aisselles ou de l'aine, des éruptions cutanées ou le prurite. Alors là, j'insiste sur éruption cutanée ou prurite parce qu'en général, s'il n'y a pas apparition de ganglions qui disent « je suis là », donc ils attirent l'attention du médecin, il peut y avoir simplement des éruptions cutanées ou du prurite. Et certains médecins généralistes en Algérie, et ça je tire la sonnette d'alarme, ne peuvent pas diagnostiquer cette maladie et ils envoient tout de suite le patient chez un dermatologue. Et pendant des années, l'enfant, l'adolescent ou le vieillard est en train donc de développer des stades supérieurs. Et là, donc, quand on a des éruptions cutanées ou du prurite ou dont on ne connaît pas l'origine, mieux vaut consulter des spécialistes. Alors, des sueurs nocturnes, fièvre inexpliquée supérieure à 38 degrés, mais la fièvre n'apparaît que bien plus tard, lorsque le stade est très avancé. Fatigue et perte d'appétit, avec une perte de poids de plus de 10 kg en 6 mois. Alors, le traitement, comme tout traitement de cancer, c'est conventionnel, traitement de chimiothérapie, immunoradiothérapie, et au stade 3 et 4, on peut penser à la greffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc, sont inclus, on a inclus on m'a demandé d'aller vite, donc je ne sais plus ce qu'il faut traiter. Donc, on a inclus les patients atteints de LDGCB répondant aux critères de classification de l'OMS, ceux qui sont traités par polychimiothérapie. Ceux qui ne le sont pas, on les a exclus, et nous avons aussi exclu les lymphomes Hodgkin. Donc, pour les méthodes de l'évaluation de l'état nutritionnel, et c'était là le principal de notre travail, nous nous sommes basés sur une évaluation clinique, biologique et nutritionnelle. Alors, donc, nous sommes, voilà, pour la description de la population. La population étudiée est composée de 15 hommes et 20 femmes, avec un sexe ratio de 1,3 pour 1. Nos patients sont répartis en intervalles de 10 ans, et nous avons remarqué deux pics d'âge entre 31 et 40 ans, et le deuxième est celui de 61 à 70 ans. Alors, pour l'ancienneté de la maladie, elle est estimée par rapport à l'apparition des premiers signes, représentée majoritairement par une augmentation de la taille des ganglions. Donc, nous avons des pics d'âge à 29, 63 et nous avons plutôt des pics nous avons réparti notre population en fonction de l'ancienneté avec 3 groupes. Le premier groupe dans l'ancienneté est inférieur à 1 an, le deuxième 1 à 5 ans et le troisième supérieur à 5 ans avec seulement 8%. Donc la répartition des patients atteints selon le stade d'évolution de la maladie, là nous avons remarqué qu'il y avait pour le stade 4 justement 31%, et puis pour le stade 1, 2 et 3, par hasard, nous avons obtenu des pourcentages de 23% chacun. Donc, pour la répartition en fonction de la localisation de la maladie, elle est ganglionnaire à 68% et seulement 32% d'extraganglionnaire. Donc, nous avons aussi effectué une petite répartition en fonction des antécédents de cancer dans la famille, et nous nous sommes retrouvés avec 37% d'antécédents, ceux qui ont au moins un parent atteint de cancer dans sa famille. Alors, la répartition des patients atteints de LDGCB selon leur IMC et pendant la chimiothérapie. Nous avons travaillé avec les patients avant chimiothérapie et pendant la chimiothérapie, puisque après chimiothérapie, les patients partent et en général, nos étudiants ne peuvent pas avoir accès à leur dossier. Donc, nous avons constaté que les changements sont dus au traitement par polychimiothérapie qui cause un gain de poids dû à l'effet des corticoïdes qui entrent dans la composition de ce traitement. Alors, nous avons aussi travaillé sur une comparaison des moyennes de l'IMC habituel et de l'IMC avant chimiothérapie, et nous nous sommes aperçus qu'il y avait des différences hautement significatives entre l'IMC habituel des patients et leur IMC après déclaration de la maladie, mais toujours avant chimiothérapie.
Cela s'explique par la perte de poids qui est l'une des manifestations cliniques du LDG-CD. Alors, nous avons aussi remarqué que pour la perte de poids, 49% des patients présentent une perte de poids inférieure à 10% de leur poids habituel et 51% ont une perte de poids supérieure ou égale à 10% de leur poids habituel en 6 mois. Donc vous remarquerez que l'intervalle est quand même très court. Alors, pour le changement de poids, il existe une corrélation négative entre l'ancienneté de la maladie et le changement de poids. Plus la maladie évolue dans le temps, plus le changement de poids diminue. Alors, pour l'évaluation biologique, nous nous sommes intéressés à 4 principaux facteurs, c'est-à-dire que nous avons fait des dosages de l'hémoglobine, par exemple, avant chimiothérapie, pendant chimiothérapie, les moyennes des globules blancs, moyenne du nombre de plaquettes, ainsi que la moyenne de la glycémie. Et nous nous sommes aperçus que pour tous ces facteurs, les différences n'étaient pas significatives. Concernant les paramètres biochimiques, c'est pareil. Nous avons dosé donc l'urée avant et pendant la chimiothérapie, et ainsi que la créatinine, et les valeurs ne sont pas, donc les différences ne sont pas significatives. Alors, une petite discussion biologique. Donc, la diminution des taux d'hémoglobine est due à la destruction des globules rouges sous l'effet de la chimiothérapie. Le niveau le plus bas des globules blancs est atteint environ 5 à 10 jours après la chimiothérapie. C'est ce qui explique nos résultats, vu que les bilans des patients sont réalisés avec un minimum de 21 jours après la dernière cure de chimiothérapie. La moyenne des plaquettes diminue pendant la chimiothérapie, ce qui est dû aux effets de la chimiothérapie sur les thrombocytes, donc il y a destruction carrément de ces derniers. L'augmentation de la glycémie est due aux corticostéroïdes, qui sont des composants naturels donc de la polychimiothérapie, on les inclut à chaque fois, et ils favorisent la synthèse du glucose au niveau du foie et diminuent ainsi la sensibilité des cellules à l'insuline. Conséquemment, donc, ce glucose s'accumule dans le sang et entraîne une élévation de la glycémie. Les taux de créa et d'urine n'ont pas révélé une différence significative malgré des moyennes légèrement augmentées pendant la chimiothérapie et malgré le fait que certains agents chimiothérapeutiques peuvent arriver justement à l'endommagement des reins. Pour l'évaluation nutritionnelle, nous avons établi un questionnaire justement avec une série faramineuse de questions pour essayer de voir le mode d'alimentation des patients avant la chimiothérapie, pendant la chimiothérapie, leurs aliments préférés, etc. Et nous nous sommes rendus compte, donc nous avons aussi travaillé sur le nombre de repas par jour. Nous nous sommes aperçus que 63 patients atteints de LDG-CB prennent 4 repas par jour, 26% 3 repas par jour, et 11% prennent uniquement 2 repas par jour. Alors, pour les collations, 66% des patients en prennent, alors que 34% n'en prennent jamais. Alors, concernant les apports protéiques avant la chimio et pendant la chimio, donc dans les deux cas, nous avons résumé, donc j'ai résumé franchement pour aller un peu plus vite. Dans les deux cas, ils sont majoritairement consommés tous les jours, donc sont majoritairement consommés tous les jours le lait, les produits laitiers et les céréales. Les légumineuses sont consommées moins fréquemment. Pour les VPO, la répartition des patients selon la fréquence de consommation est plus ou moins équilibrée pendant la chimiothérapie. Donc juste ici. Alors, les céréales prennent la première position, vu la forte consommation de pain par la population algérienne. Pour les légumineuses, leur taux élevé de consommation est lié au niveau socio-économique et culturel de certains patients. La forte consommation des VPO revient au caractère démographique, vu que la majorité des patients habitent les régions internes du pays, connues pour l'élevage du bétail. Ces résultats concordent avec beaucoup d'études qui démontrent aussi que la forte consommation des viandes, surtout les rouges, ainsi que les produits laitiers, augmente le risque de développer un lymphome. Donc attention aux grandes consommations de viande. Alors pour les apports glucidiques avant et pendant la chimiothérapie, dans les deux cas, les céréales sont quotidiennement consommées, les féculents et les légumineuses sont consommés à une fréquence de 2 à 4 fois par semaine. La consommation des boissons et produits sucrés est moins fréquente.
Alors, les boissons et produits sucrés sont à index glycémique élevé et sont peu appréciés par les patients. Cela revient à l'âge avancé de certains d'entre eux et aux exigences alimentaires des autres maladies associées, comme le diabète par exemple. Selon la littérature, il a été suggéré que les hydrates de carbone, surtout l'amidon, sont associés au risque de LNH. Concernant les apports protéiques, donc chez 54% des patients, l'huile d'olive est consommée tous les jours, alors que le beurre et la margarine le sont rarement. Pendant la chimiothérapie, la tendance reste la même. Il y a juste des petites variations dans les pourcentages. Donc, la consommation des huiles polyinsaturées, notamment les oméga 3, n'entraîne pas l'apparition des LNH. Cela est donc en contradiction avec nos résultats, car 54% de nos patients en consomment quotidiennement. D'autres études trouvent que la forte consommation de margarine augmente le risque de LNH. Cela ne concorde pas non plus avec nos résultats, vu que nos patients consomment rarement cet aliment et sont quand même malades. Ces divergences entre la littérature et nos résultats s'expliquent aussi par notre échantillonnage très réduit, ce qui ne nous permet pas de les comparer par rapport à des études réalisées sur des centaines d'individus. Concernant les apports en micronutriments, l'apport en micronutriments est représenté dans les deux cas majoritairement par la consommation de fruits et légumes. Les fruits secs représentent l'aliment source de micronutriments le moins consommé. Alors, toutes les études rapportent une diminution du risque des LNH lors d'une forte consommation des fruits et légumes, en particulier pour les carottes et les légumes verts. Certaines études démontrent qu'il y a une relation entre le sexe et l'effet de ces aliments. Là, je vais vous étonner un petit peu. Alors, le risque de LNH chez les femmes diminue lors d'une forte consommation de fruits et légumes, mais pas chez les hommes. En revanche, les hommes présentent une diminution de ce risque lors de la consommation de jus de citron, ce qui ne se retrouve pas chez les femmes. Alors, en conclusion à ce petit travail préliminaire, humble, les résultats des différents travaux menés nous ont permis de conclure que le lymphome diffus à grandes cellules a un impact sur l'état nutritionnel des patients par la perte de poids qui est une conséquence directe de l'infection cancérigène. Les quelques cas de dénutrition observés dans notre étude reviennent à l'association d'autres maladies qui ont une influence directe sur l'état nutritionnel, par exemple la malabsorption intestinale ou les maladies de type cœliaque. À propos de l'évaluation nutritionnelle, nous remarquons que nos patients ont diminué leur apport protéique, lipidique et micronutriments. Cela pourrait être dû aux effets de la chimiothérapie qui provoque une perte d'appétit, des nausées ainsi que des vomissements. D'après le témoignage des patients, la chimiothérapie provoque aussi une forte envie immédiate d'aliments sucrés, raison pour laquelle nous avons remarqué une augmentation de la fréquence des apports glucidiques chez eux. Certains de nos patients ont essayé, après avoir travaillé avec notre équipe, ont essayé d'équilibrer leur alimentation suite à nos conseils et à ceux prodigués par le corps médical. Ce travail, donc j'attire votre attention sur le fait que c'est un travail préliminaire, il doit se faire sur une période beaucoup plus longue et sur un échantillonnage plus conséquent. Donc, ce travail est le résultat de la collaboration entre le laboratoire de nutrition de l'Université Houari Boumediene, laboratoire NDH, et le service de cancérologie de l'hôpital de Bnei Msous d'Alger, dont nous remercions tout le staff et plus particulièrement le docteur Louanchi. Merci pour votre attention.